Que doit faire le gouvernement congolais pour faire respecter les lois du pays contre les multinationales du secteur minier qui font les chantages subversifs comme Glencore, qui est de retour en République démocratique du Congo après avoir mené pendant plus d'une année la fronde contre le nouveau code minier? Vous suivrez la réflexion de Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique et coordonnateur de l'ONG d'Étoiles d'Araignée à ce sujet dans ce magazine. Pas de rajeunissement sans mise à la retraite et pas de mise à la retraite sans rajeunissement en RDC. Deux processus intimement liés pour la modernisation de l'administration publique congolaise. Le comité de pilotage du dit processus s'est réuni pour relancer la mise à la retraite des cadres et agents des 5 ministères pilotes. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans le corps de ce numéro du magazine Fiscalité et Développement dans une présentation de Patience Vumili Abokole. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Bienvenue dans cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, la grand-messe des finances publiques en République démocratique du Congo. Dans les secteurs miniers congolais, la firme Glencore est de retour en République démocratique du Congo après avoir mené pendant plus d'une année la fronde contre le nouveau code minier au motif que celui-ci était suicidaire pour les activités minières. Que doit faire alors le gouvernement congolais pour faire respecter les lois du pays et discipliner les multinationales qui font les chantages subversifs comme Glencore? Tentative de réponse dans cette réflexion de Jérôme Sekana Penepapa, journaliste économique. En tant qu'exploitant minier, une multinationale spécialisée dans l'exploitation du cuivre et son dérivé cobalt, Glencore, pour ne pas le citer, sera toujours les bienvenus en République démocratique du Congo. Mais à condition que cette firme suisse apprenne à respecter les lois de ce pays ainsi que le dirigeant congolais. Car personne, alors personne, moins encore une multinationale étrangère, n'est au-dessus des lois de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra que le numéro 1 des Glencore figurait parmi les 7 patrons miniers qui avaient rencontré le président Joseph Kabila Kabange fin février 2018, peu avant la promulgation du nouveau code minier. À dire vrai, les 7 patrons miniers n'étaient pas venus à Kinshasa pour négocier quoi que ce soit, mais plutôt à imposer au chef de l'État de l'époque leur point de vue sur un ton menaçant, avec à la clé une guerre programmée, en disant d'une seule voix que ce code minier ne devrait pas être promulgué en l'état parce qu'il menaçait leurs intérêts. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans la tête de leur interlocuteur, l'intérêt supérieur de la nation passait avant l'intérêt des multinationales. C'est ainsi que le code minier fut promulgué contre vents et marées le 9 mars 2018 et est totalement d'application jusqu'à ce jour. Après la promulgation, Glencore avait qualifié ces codes de suicidaires pour les activités minières en République démocratique du Congo et avait même décidé de fermer ses mines au Katanga dans le but de priver l'État congolais de ses recettes régaliennes et en vue surtout d'obliger Kinshasa à faire marche arrière. Véritable coup d'épée dans l'eau, les autorités congolaises sont restées des marbres droits dans leurs bottes. Toujours Glencore, à la tête d'une fronde d'exploitants miniers, a déclenché une campagne internationale de chantage contre le nouveau code minier, lequel chantage couplé au déstockage des minerais de cuivre et du cobalt en Chine, la Chine qui demeure le premier partenaire commercial de la République démocratique du Congo, qui reçoit et traite presque la totalité de tous les métaux congolais, jusqu'à provoquer la chute vertigineuse du cours du cobalt. Passant ainsi des 95 000 dollars américains la tonne métrique en 2018 à moins de 30 000 dollars américains la tonne métrique à fin 2019. Cette chute spectaculaire et spéculative provoquée par les multinationales à la tête desquelles Glencore a failli plonger la République démocratique du Congo, notre pays, dans une banqueroute sans précédent. Malgré ce chantage de mauvais goût, l'État congolais n'était pas mort. Le peuple congolais est toujours debout et plein d'espoir. Son nouveau code minier, toujours d'application. La Chine,
qui économiquement croule en ce moment sous le poids du coronavirus qui a déjà décimé près de 2000 Chinois. L'usine du monde tourne ainsi au ralenti à cause de cette pandémie devenue mondiale et dont l'onde de choc frappe aussi de plein fouet la fragile économie congolaise. Curieusement, et comme par enchantement, depuis sa base des Suisses, Glencore vient d'annoncer la reprise de l'exploitation du cobalt en République démocratique du Congo sur fond des continuités de son partenariat avec Samsung SDI, parce qu'il vient de négocier un bail de 5 ans, soit de 2020 à 2024, avec Samsung pour lui fournir, tenez-vous bien, 21 000 tonnes de cobalt. Le responsable du marketing cuivre et cobalt de Glencore est même allé plus loin. Nous les citons. Cela illustre également le rôle important de Glencore dans la fourniture de matériaux qui permettent la transition énergétique et des mobilités ainsi que l'engagement de Glencore pour une production responsable. Fin de citation. D'aucuns savent qu'il n'y aura jamais de transition énergétique sur la planète bleue sans le cobalt, le lithium et les terres rares de la République démocratique du Congo. Il y a lieu de se poser la question si Glencore a d'autres mines de cuivre en Suisse, d'où il va tirer les 21 000 tonnes de cobalt qu'il va livrer à Samsung, ou il compte sans rire retourner en République démocratique du Congo en promenade de santé les chercher dans les mines du Katanga, où les super profits sur les minerais stratégiques sont toujours d'application parce que le code minier n'a pas changé. Si c'est en République démocratique du Congo qu'il doit revenir chercher les 21 000 tonnes de cobalt, en tout cas, Glencore doit laisser quelques plumes dans les caisses de l'État pour son attitude suicidaire contre l'économie congolaise et doit subir la rigueur de la loi. Pour y parvenir, voici ce que l'État congolais doit impérativement faire. 1. Glencore doit payer les amendes exorbitantes pour avoir causé volontairement des préjudices financiers importants au trésor public congolais avant de reprendre l'exploitation de ces mines qui demeurent, tenez-vous bien, la propriété exclusive de l'État congolais conformément au nouveau code minier. 2. Le gouvernement doit obliger toutes les multinationales qui opèrent en République démocratique du Congo dans le secteur minier de signer avec lui un acte d'engagement qui les obligerait à ne plus causer volontairement et de manière unilatérale de préjudices financiers à l'État congolais. 3. Enfin, l'État congolais devra obliger le multinational opérant dans les secteurs miniers en République démocratique du Congo à travers un acte contresigné avec elle de ne plus vendre le produit minier stratégique d'origine congolaise à des multinationales œuvrant dans les secteurs des télécoms qui achètent clandestinement les coltans au Colombo-Tantalite du sang et financent les groupes rebelles à l'est de la République démocratique du Congo. Cette décision obligera sans doute le multinational comme Samsung, Google, Apple, Nokia, Huawei et bien d'autres de passer officiellement par la grande porte de Kinshasa pour s'approvisionner en coltan au lieu de transiter par des mafieux qui ont installé des fours dans les pays limitrophes, plus particulièrement à Kigali et Kampala, pour acheter des minéraux du sang qui endeuillent la République démocratique du Congo depuis 20 ans. N'oublions pas que nous sommes ici en face d'un génocide économique programmé qui a ôté la vie à plus de 10 millions de non-compatriotes sous le regard complice et incompétent de la communauté internationale. C'est un autre moyen très efficace pour nous de mettre fin à la tragédie des groupes armés qui écument l'Est de notre pays. Le gouvernement congolais, le Parlement qui va siéger 2 mars 2020, la Banque centrale du Congo qui exécute les articles 269, 270 et 271 du nouveau code minier, ainsi que les instances judiciaires compétentes, doivent tous se saisir de cette opportunité pour remettre l'État congolais dans ses droits. C'est aussi ça, le peuple d'abord.
Un communiqué de la Direction générale des impôts qui informe tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié IR et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, qu'étant donné que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois de janvier 2020 tombe un samedi, ils sont autorisés à s'acquitter de leurs obligations déclaratives et de paiement au plus tard le lundi 17 février 2020. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. C'est un communiqué signé Ngoy Yavnzam, directeur général ad intérim des impôts. Parce qu'il s'agit du paiement des impôts et taxes, lancée depuis le 22 janvier 2020, la campagne de paiement de l'impôt sur le revenu locatif et de l'impôt foncier se poursuit normalement dans la ville-province de Kinshasa. La directrice générale de la DGRK a été face à 7 députés provinciaux et nationaux pour les sensibiliser sur le paiement des 10 impôts. C'était le mercredi 12 février 2020 dans son cabinet de travail. Réunis dans une commission constituée à cet effet, ces élus vont sensibiliser à leur tour leur base. Reportage de Philon Cholet et Christian Kinina. Ils étaient au total 7 députés nationaux et provinciaux élus de Kinshasa, partis échanger avec les responsables de la direction générale des recettes de Kinshasa DGRK sur la campagne de paiement de l'impôt sur les revenus locatifs lancée il y a quelques semaines par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Les élus quinois sont appelés à conscientiser leurs électeurs à payer l'impôt sur les revenus locatifs IRL afin de permettre à la ville de Kinshasa d'avoir les moyens de sa politique. Au sortir de cette rencontre, le DG de la DGRK, Rita Bola, a invité les élus du peuple de les accompagner pour le développement de la ville-province de Kinshasa. La régie DGRK a pour mission, premièrement, de récolter les fonds et ensuite les canaliser vers le trésor urbain. Donc, nous avons remarqué que à la ville de Kinshasa, il y a l'incivisme fiscal. Et cet incivisme fiscal ne concerne pas seulement le petit peuple, mais au sommet, les dirigeants du pays. C'est eux qui doivent prêcher l'exemple. Et dans notre répertoire, on ne les retrouve presque pas. Il y a certains qui payent, bien sûr. Alors, nous courons derrière les députés, qui sont des élus du peuple, afin que eux qui sont dans l'Assemblée, déjà, le député vient de vous parler de plus de 500 députés. Si seulement les 500 là commençaient par payer, je pense qu'on aura gain de cause. C'est ainsi que nous venons vraiment maintenant remercier tous les députés ici présents. Nous le supplions de nous accompagner dans cette lourde tâche parce que eux, ils sont mieux placés pour parler à notre place. Message capté 5 sur 5 par les élus de Kinshasa qui ont rassuré la patronne de la DGRK de leur disponibilité pour la réussite de la dite campagne. Nous sommes venus répondre à l'invitation de madame concernant la sensibilisation sur les différents impôts concernant la ville de Kinshasa. Les ponts fonciers, l'impôt sur les revenus locatifs, ce que nous payons par rapport à nos véhicules, le vignette. Qu'il était nécessaire, lorsqu'on déclare à l'État les infrastructures, lorsqu'on déclare la propriété de la ville et que l'exemple vienne d'en haut. Donc, madame a approché les élus de la ville de Kinshasa et notre commission pour qu'on travaille à sensibiliser les élus au niveau de l'Assemblée nationale. Vous imaginez lorsque vous avez 500 députés et que les 500 députés payaient leur impôt sur les revenus locatifs et leur vignette, ce que ça ferait pour la ville de Kinshasa. Et comme exemple, en tant que citoyen de premier rang, nous sommes députés, notre devoir c'est d'accompagner aussi les structures de la province, ville de Kinshasa, où nous vivons, où est le chef-lieu de toutes les institutions de la République. Donc, nous voulons donner un exemple. Ce qu'il a fait pour l'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale, nous voulons l'amener aussi à notre niveau parce que nous sommes des élus. En sensibilisant nos électeurs, nous allons contribuer au budget de la ville de Kinshasa et nous poserons des questions concernant Kinbopeto. Donc, commençons d'abord par payer notre impôt. Au retour, l'État nous rendra le service demandé.
Signalons que cette campagne a été lancée le 22 janvier 2020 à Kinshasa par le gouverneur Gentilingo Bilambaka, dont l'objectif est d'appeler les Kinois au civisme fiscal, au paiement des différents impôts et taxes dans les délais requis par la loi. Dans le Congo profond, comment se portent les finances de la province du Congo central? Quelles sont les sources de recettes, les difficultés et stratégies de mobilisation des recettes de cette province? Les réponses à ces questions avec Pierre Kabangou, ministre des Finances, Économie et Commerce du Congo central, dans cette interview réalisée par nos envoyés spéciaux à Matadi, Muriel Makiese et Ruben Mayoni. Les sources de recettes de la province sont les impôts, taxes et redevances de la province, et principalement la taxe d'embarquement, les petits commerces transfrontaliers et l'impôt foncier. Voilà, de manière générale, ce qui fait nos principales ressources, en dehors de la rétrocession bien sûr. Là, je citais d'abord les ressources locales. Mais en dehors de ça, il y a la rétrocession qui vient du gouvernement central. Bon, la plus grande difficulté, c'est la culture fiscale que la population n'a pas. Ça, c'est vraiment le civisme fiscal, ça pose un très sérieux problème. Nous sommes en train de sensibiliser, d'appuyer la régie à pouvoir sensibiliser la population pour éduquer la population sur le plan fiscal. Et là, on y va mollo, mais ça, c'est la plus grande difficulté que nous avons. Communiqué de la douane congolaise relatif à l'informatisation des procédures des dédouanements à la sous-direction de la DGDA Kalemi à l'attention des partenaires de la douane opérant dans les bureaux des douanes. Suivez. La Direction générale de douane et Axis, DGDA en sigle, porte à la connaissance de partenaires de la douane impliqués dans les opérations des dédouanements de marchandises dans le bureau douanier de la sous-direction de la DGDA Kalemi qu'elle organise la formation sur le logiciel Sidonia World dans le prochain jour. À cet effet, elle invite ceux qui sont désireux de faire participer le membre de leur personnel à cette formation de prendre contact avec la sous-direction de la DGDA Kalemi. Pour ce faire, les candidats à former devront remplir les conditions suivantes. Déposer auprès de la direction provinciale de la DGDA Katanga un dossier comprenant une recommandation du service requérant signée par une personne habilitée, une copie de la carte des services, une copie de la carte d'identité. Et enfin, verser la somme de $450 américains pour la participation aux divers frais inhérents à cette formation. L'attention de partenaires est attirée sur le fait qu'après cette formation, aucune déclaration ne sera traitée manuellement. Les calendriers des sessions de formation sera communiqué incessamment et les contacts peuvent être pris au numéro +243 81 87 27 686 pour l'organisation de la formation et au numéro +243 99 85 12 991 pour les aspects techniques. C'est un communiqué signé Deoroguiza Maguira, directeur général de la DGDA. Conformément à la volonté du législateur, la DGRAD recouvre et ordonnance toutes les recettes non fiscales de l'État, particulièrement les recettes domaniales et de participation. Que comprendre alors par ce type de recettes? Suivez la réponse dans ce commentaire. Le décret numéro 0058 du 27 décembre 1995 portant création, organisation et fonctionnement de la DGRAD donne à cette régie financière les prérogatives d'encadrer et d'ordonnancer toutes les recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations qui émargent au budget général de l'État. Les recettes domaniales sont des ressources que l'État fixe dans le domaine public et privé, constituées de droits, taxes et redevances dues par les usagers des administrations et services publics de l'État, s'occupant principalement des matières relevant des domaines publics et privés de l'État, notamment l'environnement, la pêche, les hydrocarbures, les eaux et forêts,
les affaires foncières, l'urbanisme, l'habitat et les mines. Il s'agit également des routes, des plaines d'avions, des immobiliers, des pâturages, des droits de navigation, etc. Parlant du domaine public, il s'agit de tous les biens par nature ou par leur destination qui ne sont pas susceptibles d'appropriation privée, c'est-à-dire détenus par l'État en qualité de pouvoir souverain et comprend les biens affectés aux services publics pour usage public. Quant au domaine privé, il s'agit de tous les biens qui ne sont pas directement affectés à un service public et peuvent être vendus ou loués. Des biens analogues constituant les fortunes des privés gérées comme telles et constituant une source de revenus pour l'État. C'est le cas des ventes des immeubles privés, les droits de coupe de bois des domaines privés. Les recettes des participations pour leur part sont constituées, d'une part, des dividendes dus à l'État du fait de sa participation exclusive dans une entreprise publique ou partielle dans une société d'économie mixte, et d'autre part, du produit de la vente de ces participations. Les opérations de constatation et de liquidation des recettes des participations générées par les entreprises relevant du portefeuille de l'État sont exécutées par l'administration ayant le portefeuille dans ses attributions. L'ordonnancement et le recouvrement des dites recettes relèvent de la compétence de l'administration des recettes non fiscales. Tel est le sens des recettes domaniales et des participations encadrées et ordonnancées par la DGRAD conformément à la loi. Au ministère des Finances, le ministre des tutelles, José Sélé Lagouli, a reçu le mercredi 12 février 2020 dans son cabinet de travail l'envoyé spécial des États-Unis dans le Grand Lac, Peter Pham. L'appui de l'administration américaine à la lutte contre la corruption et à la bonne tenue des finances ont été les points abordés par les deux personnalités. C'est ce que nous disent Jean-Louis Miaswekama et Étienne Koumba. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs a situé le cadre de cette audience lui accordée par le ministre des Finances. Cette visite vient dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité au Congo. Un partenariat lancé en avril dernier pendant la visite de son Excellence le Président de la République à Washington. Les États-Unis interviennent dans plusieurs secteurs en RDC, comme la santé, l'aide humanitaire, le financement à la MONUSCO, la coopération militaire, au point que Peter Pham peut affirmer: les États-Unis restent, tout comme historiquement, et toujours le plus grand donateur à la République démocratique du Congo. L'administration américaine suit de près l'exécution du programme de référence conclu entre la RDC et le FMI. Nous saluons le gouvernement des RDC pour avoir accompli justement le programme des FMI. Parce que ce programme, ça impose un peu de discipline, mais c'est la chose nécessaire afin que, pas seulement afin de recevoir le disbursement des fonds, mais surtout pour faciliter, avancer la croissance économique. Il faut ce type de discipline et de gérer les reçus et aussi les dépenses d'État. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs est on ne peut plus clair. La lutte contre la corruption, la discipline dans les finances publiques, en somme, la bonne gouvernance obligatoire en RDC. C'est l'attente des États-Unis, du monde occidental et de toute la communauté internationale. En exécution de la recommandation formulée lors de la 4e réunion ordinaire du Conseil des ministres sous la présidence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, le comité de pilotage
pour la modernisation de l'administration publique s'est réuni le mercredi 12 février à l'immeuble du gouvernement. Objectif, arrêter des mesures pour relancer la mise à la retraite des cadres et agents des 5 ministères pilotes avant de l'étendre aux autres secteurs en priorisant la santé et l'éducation. Fabien Luboulou Bakayaka et Étienne Kumba à Benga. Présidé par le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, était autour de la table lors de cette réunion Madame le vice-premier ministre en charge du plan, Madame le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances, les délégués du ministre du Budget, Madame le directeur de cabinet du Premier ministre chargé des questions économiques, le secrétaire général à la primature ainsi que le coordonnateur AI du PRAP. Ils se sont penchés sur les mesures devant permettre au ministre de la fonction publique qui pilote ce programme de relancer les opérations de mise à la retraite tout en préservant les engagements du gouvernement vis-à-vis des partenaires en matière de réformes structurelles, étant donné qu'il n'y a pas de modernisation de l'administration publique sans rajeunissement et pas de rajeunissement sans mise à la retraite. Aujourd'hui, il était question de réfléchir et d'échanger autour de la mise à la retraite honorable des agents et fonctionnaires de l'État. Et pour arriver à faire la continuité de ces processus qui a commencé depuis, il était question d'étudier les voies et moyens pour rendre concret la vision pour l'exercice budgétaire 2020. Dans son allocution, le Premier ministre a exhorté les participants à mettre sur pied les mécanismes budgétaires qui permettront au gouvernement de planifier et financer les départs à la retraite dans les conditions légales en vue du rajeunissement plus stratégique des services publics. Car, a-t-il dit, il est plus que temps de mettre à contribution la jeunesse désireuse de servir la nation au cœur du bras séculier de l'État, vœu du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'engager le pays dans des réformes de grande envergure. Il convient de noter que cette opération s'inscrit dans le cadre de la composante 2 du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP, soutenant le processus de la mise à la retraite afin de renforcer et rajeunir l'administration publique à travers le ministère clé ciblé au niveau national et provincial. En ce qui concerne le rajeunissement et les mises à la retraite, nous devons souligner que le projet a déjà accompagné le gouvernement par le passé, a effectué le paiement des indemnités de sortie pour la toute première vague des hauts cadres et agents de la République qui ont été mis à la retraite en juillet 2017. Il s'agit exactement de la première vague qui a porté sur la mise à la retraite de 923 cadres et agents qui, après leurs bons et loyaux services et conformément aux critères d'éligibilité de mise à la retraite, ça veut dire avoir totalisé 65 ans d'âge ou réaliser une carrière de 35 ans, révolue, n'est-ce pas? Ces agents ont été mis à la retraite par sanction des ordonnances et décrets selon le rang et selon le grade. Et le projet a accompagné le paiement des indemnités de retraite. Pour rappel, dans sa phase pilote, le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique PRAP se propose de renforcer et rajeunir l'administration publique à travers les ministères de la fonction publique, des finances, plus de 3 régies financières, le ministère du budget, celui du plan, plus l'Institut national de la statistique, ainsi que le ministère du portefeuille. Afin de mener à bien cette réforme, le chef du gouvernement a recommandé la régularité des réunions de ce comité de pilotage. On entend souvent parler de niche fiscale, mais que comprendre par ce groupe de mots? La réponse à travers la rubrique mots économiques du jour. On appelle niche fiscale d'abord une dérogation prévue dans la législation fiscale qui donne la possibilité aux contribuables de réduire le montant de ses impôts par rapport au cadre du régime général. Pour en bénéficier, le contribuable doit remplir certaines conditions. Ensuite, une niche fiscale est aussi une lacune ou un vide dans la législation qui permet d'échapper à l'impôt sans être en infraction. Enfin, une niche fiscale est également appelée dépense fiscale dans la terminologie des finances publiques. Elle peut alors prendre la forme des charges déductibles, des revenus ou des recettes globales d'abattement d'impôts. D'un point de vue politique, la niche fiscale peut être un moyen d'encourager les contribuables à orienter leurs investissements ou leurs comportements
dans telle ou telle direction. Les niches peuvent être aussi des catégoriels offrant des avantages fiscaux à certaines professions ou corporations que l'on souhaite favoriser avec ou sans arrière-pensée électoraliste. Du fait de la progressivité de l'impôt sur les revenus, les niches fiscales dont bénéficient les particuliers sont en général plus favorables aux contribuables aisés. On distingue les niches fiscales verticales ou actives dans lesquelles le contribuable doit adopter une démarche d'investisseur pour pouvoir en bénéficier. La réduction fiscale consentie par l'État est alors la contrepartie du risque pris par le contribuable dans son investissement. Les niches horizontales ou passives dont le contribuable peut bénéficier sans démarche particulière si sa situation objective ouvre droit à ces dispositifs. En France par exemple, le nombre de niches fiscales est estimé à environ 500, représentant un manque à gagner de 50 à 70 milliards d'euros pour le budget de l'État. Après d'intenses activités menées en 2019, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA poursuit sans relâche sa politique de vulgarisation du Code des assurances en République démocratique du Congo auprès de toutes les couches sociales de la population congolaise pour asseoir la culture d'assurance dans le mental collectif. Regardez. Bonjour. Nous sommes des agents de l'ARCA, l'autorité de régulation et de contrôle des assurances. Nous allons vous parler de la libéralisation du secteur des assurances en République démocratique du Congo. Les assurances sont un moyen de se prémunir contre les aléas et risques de la vie. Elles sont très nécessaires dans notre quotidien. Elles consistent à payer un montant de manière régulière, que l'on appelle prime, afin d'être dédommagé entièrement ou partiellement quand le sinistre arrive. Les assurances sont une source de financement pour notre économie. Le secteur des assurances a été récemment libéralisé dans notre pays et ce processus est géré par l'ARCA. Il faut savoir que l'histoire des assurances en RDC a connu 3 époques. Depuis l'époque coloniale, de nombreuses compagnies d'assurance étrangères existaient sur le territoire, mais les primes qu'elles percevaient étaient envoyées à l'extérieur du pays, ce qui n'a pas profité à notre économie. En 1966, notre pays a connu la nationalisation du secteur des assurances et la création de la SONAS, la Société nationale d'assurance, qui était la seule société d'assurance autorisée à opérer dans notre pays. Ce modèle avec monopole, n'étant plus adapté à notre situation socio-économique, c'est donc en 2015, plus de 50 ans après, que le marché a été libéralisé avec promulgation de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant Code des assurances. La loi ou Code des assurances a prévu qu'une institution soit créée afin de conduire le processus de libéralisation et de mettre en place les conditions nécessaires au développement du marché libéralisé des assurances en RDC. C'est ainsi que fut créé l'ARCA par le décret numéro 16/001 du 26 janvier 2016. L'ARCA, Autorité de régulation et de contrôle des assurances, est un établissement public indépendant à caractère technique exerçant ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Elle veille à la protection des droits des assurés, aux droits des bénéficiaires des contrats d'assurance. L'ARCA réglemente le marché des assurances et contrôle les sociétés d'assurance. L'ARCA veille aussi à la solidité des sociétés d'assurance et à leur capacité à honorer leurs engagements. L'ARCA est le conseiller du gouvernement de la RDC en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. À ce titre, elle a non seulement pour mission de traiter toutes les questions liées aux assurances en RDC, mais aussi de piloter le processus de libéralisation à travers l'exécution du Code des assurances. Mais qu'appelons-nous la libéralisation ? Nous définissons la libéralisation du secteur des assurances en RDC par les 5 éléments suivants. Un nouveau cadre légal, le Code des assurances, une autorité pour la piloter, mais aussi pour réguler, contrôler, animer le marché, l'ARCA. La mise en place de mécanismes multisectoriels pour assurer le fonctionnement de ce nouveau marché concurrentiel. La mise en place de mécanismes de protection des assurés et des bénéficiaires des prestations d'assurance,
l'introduction de nouveaux opérateurs d'assurance et la mise en conformité des opérateurs existants. Cela veut donc dire, nous avons de nouvelles sociétés d'assurance? Oui, bien sûr. Le marché étant libéralisé, il est donc permis à des nouvelles sociétés d'assurance de venir opérer en RDC. C'est donc la responsabilité de l'ARCA de donner les autorisations aux nouvelles sociétés d'assurance qui veulent travailler en RDC après étude minutieuse de leur dossier. Ce nouveau marché donne donc le choix à la population congolaise, non seulement sur un nombre varié de sociétés d'assurance, mais une gamme élargie de produits et services d'assurance. La vision de l'ARCA est de faire du marché des assurances en RDC un marché dynamique, inclusif, équitable, conforme aux standards internationaux. L'ARCA est le pilote de la libéralisation du secteur des assurances, l'arbitre du marché pour que celui-ci profite réellement à notre population et à notre économie. L'ARCA est opérationnel et le marché est ouvert. Rendons-nous dans la province du Kwango où le gouverneur Jean-Marie Petit Matama a réceptionné provisoirement le mercredi 12 février au site Mangangu à Kenge 10 forages d'eau financés entièrement par le Fonds de promotion de l'industrie FPI. Suivez ce commentaire sur les images de la cellule de communication du FPI. Après la coupure du ruban symbolique du forage au réseau d'eau des Mangangu par le chef de l'exécutif provincial, la population du Kwango a été invitée à s'approprier et à bien gérer cette ressource vitale. Le gouverneur Petit a par la même occasion félicité les partenaires financiers qui n'est autre que le Fonds de promotion de l'industrie. Ces forages ne pouvaient à ce jour être remis à la province sans le financement de la République démocratique du Congo à travers le Fonds pour la promotion de l'industrie, FPI en sigle. Ceci rentre dans le cadre des efforts que notre gouvernement national ne cesse de fournir pour répondre au social de notre population, en l'espèce celle de Kenge. Nous sommes convaincus que ce geste n'est qu'un début en termes de réponse à donner aux multiples attentes de notre population. J'en appelle ainsi à la population qui est bénéficiaire d'en faire bon usage et de tout faire de sorte que les conditions environnementales soient respectées pour que l'eau offerte reste potable. Les deux ONGD qui ont réalisé les travaux, à savoir l'Association pour la conservation de la nature et le développement de l'encadrement des jeunes désœuvrés à Codège et la Fondation environnementale congolaise FECO n'ont pas été oubliés. Dans son mot des circonstances, les représentants du directeur général du FPI, Tommy Nzanzi Kisungu, a remercié le président de la République pour avoir aligné en faveur de la province du Congo la réalisation de ces ouvrages dans son programme d'urgence. Point n'est besoin de rappeler à votre haute attention que l'événement d'aujourd'hui se situe dans le programme d'urgence des 100 jours du président de la République dans son volet social. Et c'est pour nous l'occasion de rendre un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir bien voulu aligner en faveur de la province du Kwango dans la réalisation de ces ouvrages hautement sociaux. Le FPI est dans la joie et vous rassure qu'en dépit de toutes les vicissitudes, les intempéries et autres contraintes techniques, l'eau a été tirée de la terre à plus de 150 mètres de profondeur pour jaillir et couler à flot à la surface et récupérer pour servir à nos pauvres populations. L'eau, c'est la vie, ne cesse-t-on de dire.
Ces défis est en train d'être relevé lentement, sûrement et durablement. La gestion des ouvrages reçus a été confiée à l'ONG ACODEJ qui, par la suite, les remettra aux populations locales bénéficiaires après avoir formé des équipes pour la pérennisation des actions du projet. Température économique à présent, jetons un regard sur les tendances des prix des quelques denrées alimentaires de grande consommation sur les principaux marchés de Kinshasa. Philon Cholet Bapeke a sillonné ce marché. Voici son constat. La flambée de prix des denrées alimentaires de grande consommation poursuit son bon nombre de chemins sur les différents marchés de Kinshasa. Pour le sucre, par exemple, un sac de 50 kg qui coûtait il y a peu à 97 000 francs congolais se vend actuellement à 98 000 francs congolais au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché central, dans la commune de la Gombe, les prix de cette même denrée est passé de 97 500 francs congolais à 98 300 francs congolais. Même tableau au marché Zikida, dans la commune de Kinshasa, où il se négocie à 98 200 francs congolais. Au marché Gambela, on peut l'obtenir à 98 400 francs congolais. Selon les observateurs, cette hausse des prix du sucre est due à la dépréciation du franc congolais face au dollar américain. Légère hausse du prix du riz sur les différents marchés de Kinshasa. Les prix des sacs de 50 kg est passé de 66 600 francs congolais à 67 000 francs congolais au marché de la Liberté. 67 200 francs congolais au marché central. Au marché Zikida, on peut l'obtenir à 67 500 francs congolais. Et 67 300 francs congolais, c'est le prix d'un sac de 50 kg du riz au marché Gambela. Hausse également du prix de maïs graines sur les marchés de Kinshasa. Les prix d'un sac de maïs graines qui coûtait 90 000 francs congolais se vend actuellement à 100 000 francs congolais, soit 10 000 francs congolais d'augmentation par rapport à la semaine passée au marché de la Liberté. Au marché central, il est passé de 95 000 francs congolais à 105 000 francs congolais. De 100 000 francs congolais à 106 000 francs congolais. Au marché Zikida et au marché Gambela, on peut l'avoir à 105 000 francs congolais. Une hausse des prix due essentiellement aux difficultés d'évacuation de ces produits à cause du délabrement des routes de dessert agricoles dans les zones de production. Du côté poisson chinchard, les prix d'un carton de 20 plus 30 kg qui coûtait 117 000 francs congolais coûtent actuellement 140 000 francs congolais, soit 23 000 francs congolais de plus au marché de la Liberté. Même constat fait au marché central où ce même produit est passé de 116 500 francs congolais à 137 000 francs congolais. Au marché Zikida, il coûte 135 000 francs congolais et 135 500 francs congolais au marché Gambela. Terminons ce tour d'horizon des prix par l'huile végétale dont un bidon de 10 litres a coûté 26 000 francs congolais au marché de la Liberté. 26 500 francs congolais au marché central, 27 000 francs congolais au marché Zikida et 27 300 francs congolais au marché Gambela. Voilà donc les tendances des prix de quelques denrées alimentaires de grande consommation du lundi 10 au samedi 15 février 2020 sur les différents marchés de Kinshasa, la capitale de la RDC. Voyons à présent ce que nous renseigne l'Institut national de la statistique INES sur l'indice de l'inflation hebdomadaire de la semaine du lundi 10 février au samedi 15 février 2020. La deuxième semaine du mois de février 2020 a connu une inflation de 0,102% au niveau national et 0,097% à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 0,659% au niveau national et 0,681% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 4,999% au niveau national et 5,168% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 4,674% au niveau national et 4,057% à Kinshasa. Selon l'Institut national de la statistique,
L'inflation de la semaine est consécutive à la hausse des prix des céréales, des poissons, des légumes, des articles d'ameublement, des produits pharmaceutiques, les frais scolaires dans les établissements privés et les services de transport. Sur le marché de change, le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 14 février 2020 un dollar américain à 1684 francs congolais, 1 euro à 1827,94 francs congolais et 1 franc CFA à 2,786 francs congolais. Au parallèle, cette fois-ci, le taux était à 1700 francs congolais le dollar américain, dont la plupart des communes de Kinshasa, et à 1748 francs congolais le dollar au centre-ville de la capitale congolaise, précisément sur l'avenue Lukusa dans la commune de La Gombe. À l'aéroport international de Njili, le taux est à 1650 francs congolais le dollar américain, 1700 francs congolais dans plusieurs supermarchés de la capitale congolaise, 1650 francs congolais à Songololo à l'entrée de Lufu dans la province du Congo central et 1710 francs congolais à Mbandaka à l'Équateur. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé à Butembo, dans la province du Nord Kivu, où le roi dollar s'est négocié à 1750 francs congolais à cause de la croissance des activités commerciales, surtout avec les pays frontaliers qui ont besoin de la devise américaine pour exercer leurs activités commerciales. Chute généralisée des prix des produits agricoles sur le marché international, à l'exception du café qui est en hausse. Voici les informations sur les cours des principales matières premières au deuxième fixing du samedi 15 février 2020. Ruben Mayoni, Tchakiyunga. À Londres, le prix du baril du pétrole est en hausse de 1,24%, se vendant à 57,16 $ américains, 1,36% de hausse également à 52,22 $ américains le baril à New York. Concernant les produits miniers, la tonne du cuivre s'est négociée à 5 715,75 $ américains en hausse de 0,36%, baisse par contre pour la tonne du cobalt de 1,47%, qui a terminé la semaine à 33 500 points. L'once d'or de son côté a vu son prix augmenter de 0,65%, se situant à 1582,70 $ américains. À l'exception du café, les prix des produits agricoles sont en baisse. La tonne du maïs a coûté 378 $ américains en baisse de 1,37%, moins 0,45% pour la tonne du riz qui s'est vendue à 13,33 $ américains et baisse de 0,87% pour la tonne du blé qui s'est négociée à 543 $. Le prix de la tonne du café est en forte hausse de 8,40%, se vendant à 109 $ américains, baisse par contre du cacao de 0,62%, se vendant à 2886 $ américains et enfin le coton a bouclé la semaine en baisse de 1,71% à 67 $ américains la tonne. Selon les prédictions de l'Organisation internationale du café OIC, en 2019 et 2020, la demande mondiale du café s'apprécierait de 0,7%, soit 1,24 million de sacs en plus, à 169,3 millions de sacs. Elle reculerait par contre de 0,6% en Europe et augmenterait de 0,7% en Amérique du Nord. Avant de clore complètement cette édition de Fiscalité et Développement, suivez ce tour d'horizon des journaux parus cette semaine. Ouvrons cette revue de presse économico-financière de la semaine avec l'avenir qui annonce un véritable tsunami pour les intervenants de l'exécution des travaux de 100 jours à tous les niveaux. Le ministre des Travaux publics, écrit le journal, est sommé par la justice congolaise de donner tous les bons d'engagement et autres documents importants accordant des marchés aux différentes entreprises dans le cadre du projet de saute-mouton et autres. L'EFA prévient
les utilisateurs des fonds publics dans le cadre des programmes des gens de 100 jours, messieurs, vous pouvez trembler l'audit. Allant plus loin, bonne gouvernance conseille au gouvernement que pour répartir du bon pied, il faut auditer nos finances. Le journal écrit, après un coulage organisé des recettes de l'État, le peu qui arrive au trésor public souffre d'une mauvaise affectation. Une dilapidation programmée des réserves de change qui fondent comme neige au soleil, des dépenses dérogatoires exécutées en dépassement de plus de 500% des lignes budgétaires prévisionnelles de grandes institutions publiques dans une chaîne de dépenses publiques désarticulée par des paiements en procédure d'urgence sous le faux prétexte des dépenses de souveraineté qui cachent très mal une mafia organisée, mieux un pillage systématique du trésor public national. C'est peut-être à cause de la corruption qui gangrène le pays que d'autres pays africains ont choisi le Sud-Africain Wankele comme nouveau secrétaire général de la zone libre-échange continentale africaine ZLECAf, écrit La Prospérité. Sur les 120 candidatures initiales écrit La Prospérité, l'Afrique du Sud, le Nigeria et la République démocratique du Congo étaient restés finalistes. La balance a pesé du côté sud-africain, écrit La Prospérité. Dans un autre chapitre, les phares indiquent que les États-Unis d'Amérique ont frappé un grand coup dans la mise en œuvre de leur partenariat stratégique avec la République démocratique du Congo à travers la signature d'un protocole d'accord entre l'État congolais et General Electric, une société américaine basée en Afrique du Sud. Terminons cette revue de presse économico-financière avec cette caricature du phare où on y voit un bonhomme, vraisemblablement un magistrat qui crie « Bongoé, bongoé, attendez, notre salaire, notre salaire ». Et notre bonhomme de crier « Papa, avec leur villa, voiture et veste, que cherche encore le magistrat ?» Et son père de répondre « Même si les nouveaux barèmes étaient payés, les magistrats congolais vont-ils bannir la corruption ?» Point d'interrogation. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques, des questions économiques et des développements est ainsi dite. Merci pour votre fidélité et attention à vous qui nous avez suivis depuis Bukavu, la ville de Lusu, dans la province de Sud-Kivu, sans oublier les téléspectateurs de Brazzaville, la Verte, en République sœur du Congo. Le programme continue sur cette chaîne. Au revoir.